Donc cette formation, elle n'est pas là pour être un cours, un substitut de cours ou n'importe quoi. Elle est juste là pour aborder deux, trois, enfin plusieurs trucs en fait, plein d'éléments. Mais vous n'allez pas à les retenir en fait. C'est juste qu'il faut les avoir vus au moins une fois pour savoir qu'ils existent. Juste que quand on vous dira le nom, ça vous fasse un petit tic dans l'oreille là, en mode ah oui ça on l'a déjà vu. Au moins vous y ferez en fait quand on vous verra en cours. Alors pour les élèves principalement. Malheureusement, j'ai vu qu'il y avait quelques maths méca, quelques infos et quelques télécoms. La première partie, ça va, je vais parler de trucs assez simples, elle est très courte. La deuxième partie, accrochez-vous. Si vous voulez partir, je vous en empêche pas. C'est normal que ce soit chaud quand même à comprendre ce que je vais dire. Mais bon, c'est toujours intéressant hein, si vous voulez rester. Donc, petite introduction. C'est principalement du jargon en fait que je vais vous parler. Un ensemble de termes assez simples sur des trucs qui vont être utiles pour vos robots, pour vos projets à venir. Et en fait, si vous avez à discuter au moins avec un élec, les infos, ça passe que c'est des diodes, hein. Mais voilà, au moins avec ça, vous saurez que ouais, un diode, ça sert à peu près à ça ou un truc comme ça. Alors, j'ai menti, il n'y aura pas de diode, mais c'est plus pour d'autres trucs. Tous nos systèmes fonctionnent de batterie. Et vous verrez qu'à travers le temps que, bah, en fait, on a toujours besoin de la même chose, c'est-à-dire on a une entrée qui est à une tension assez variable et surtout assez haute. On aura toujours besoin de la convertir à une tension plus basse, qui pourra alimenter d'autres éléments. Donc, retenez juste ça. Donc, il y a un truc qui s'appelle le régulateur. Oula, hop. Les régulateurs de tension. Alors, il y en a plusieurs types. Vous n'avez pas à vous en occuper. Mais sachez juste que on n'alimente jamais nos systèmes directement sur la batterie. Où il y a toujours un intermédiaire. Un autre truc aussi, c'est alors le régulateur, c'est le truc que vous voyez à gauche là. Voilà, c'est tout. Et un autre truc, c'est le pont H. Donc ça, vous allez en entendre beaucoup parler, surtout pour les robots sumo ou les trucs comme ça. C'est un système qui permet de contrôler un moteur dans toutes les directions. Alors, encore une fois, vous en fichez de savoir comment ça marche. Sachez juste que pour vous, ce sera des fonctions, des créneaux à monter, des trucs à descendre pour les infos surtout. Mais sachez juste que quand on dit pont H, c'est relié à un moteur et à la direction d'un moteur et tout ça. Voilà, on peut donc faire avancer ou reculer en fait. Il y a deux types, il y a le pont H complet qui permet de faire avancer et reculer, et le pont H moitié qui permet juste de faire avancer, mais tout en contrôlant les vitesses. Alors, le système, c'est vu que enfin je me concentre beaucoup pour les infos de les maths méca et les télécoms, mais c'est parce que souvent c'est les infos qui parlent avec les ELEC. C'est ADC et DAC, donc analogique digital converteur, convertisseur analogique digital, et convertisseur digital to analogique. Il y en a souvent sur les cartes, type Arduino et tout ça. Et il faudra juste savoir que en fait on prend une tension, alors dans le cas où on fait de l'analogique vers du digital, on prend une tension qui est variable entre plein d'états. J'ai une tension c'est infini au final, enfin genre indéfinissable. Et on la convertit dans une forme plus discrète pour obtenir des données binaires. Ça va faire la lecture par exemple, de capteurs, comme les GP2 que vous verrez plus tard. Alors ça, c'est pas bon d'information, ça vous verrez à travers le temps. Mais ça permet de faire plein de trucs et surtout de récupérer l'information. Et à côté, vous avez les DAC, donc digital to analogique. Non, analogique to... Non, oui, c'est digital to analogique. Et ils permettent de prendre des bits et de les transformer en tension. Souvent, on relie ça en fonction de la tension d'alimentation. Si vous avez 0, vous avez 0 volts. Et si vous avez 2,55, vous avez 5 volts. Ça, c'est fait. Et un dernier élément, parce que je vous avoue que l'introduction, j'ai pas trouvé beaucoup de trucs à dire, c'est vos boutons. C'est un petit... souvent, vous avez besoin d'entrer sur vos cartes. Et quand vous allez faire, il faudra savoir juste quelque chose, c'est la définition de pull-up et pull-down. Au final, c'est une façon de dire normalement haut et normalement bas. C'est-à-dire que si vous appuyez pas sur le bouton, vous êtes à 1 quand on est en pull-up. Et si vous appuyez sur le bouton, bah, vous passez à 0.
et inversement pour du pull-down. Ça serait plus pour les élecs, c'est n'oubliez pas de mettre un filtre sur les boutons. Un bouton, ça reste un truc mécanique. Si vous appuyez, ça vous avez dû le voir avec certains profs, mais si vous appuyez dessus, ça fait plein de créneaux, parce qu'il y a des contacts, il y a un système de ressort, tout ça, tout ça. Et donc, il faut le filtrer votre sortie. Ce qui fait que des fois, si vous filtrez pas votre sortie, vous allez avoir un ensemble de créneaux et vous avez, enfin, la machine va croire que vous avez appuyé, moi je sais pas, 136 fois, alors qu'en fait, c'est juste plein de rebonds. Voilà. Désolé, je peux pas faire mieux pour l'introduction. Donc, les maths méca, les élèves, les infos et les télécoms, appréciez la souffrance. On va commencer les lecs. Donc, introduction sur les sources de puissance. Ça vous paraît con, hein, mais c'est du Tevnon-Norton. Là, il y a source de tension en série avec une résistance et source de courant en parallèle avec une résistance. Le graphique en haut à droite, là, vous voyez, c'est la représentation parfaite en rouge d'une source de courant et en vert d'une source de tension. Et en bleu, vous avez une source chargée. Et Tevnon-Norton, il vous dit plein de trucs avec des calculs, mais en fait, ce qu'il faut juste retenir, c'est juste qu'on peut lire la courbe bleue comme étant une courbe verte penchée ou une courbe rouge penchée. C'est juste comme ça qu'il faut le lire. Et ça, il faut toujours le garder en esprit qu'il y a toujours une source, c'est toujours une source de tension et une résistance, ou une source de courant et une résistance, parce que il y a des gens, et même en deuxième année, même en troisième année, qui veulent encore alimenter des systèmes avec des ponts diviseurs de tension. Donc, toujours se rappeler quand vous faites un pont diviseur de tension, par exemple, vous pouvez pas tirer de courant dessus, parce que si vous tirez du courant dessus, alors à ce moment-là, on prend le cas de la source de tension avec une résistance en série, et ben, vous allez avoir la tension moins la résistance fois le courant qui est tiré. Donc, voilà, souvenez juste, vos tensions ont toujours une résistance, c'est très important. Le graphique en bas à gauche, qui n'est pas du tout qui n'a pas sens, c'est un peu la courbe de la tête de n'importe quelle source de tension que vous allez travailler. Un AOP, je sais pas moi, un convertisseur, tout ça, c'est toujours un truc qui est quasi parfait quand on a des bas courants, là en bas. Et plus on monte, plus on tire du courant, plus la tension va s'effondrer. Jusqu'à arriver à un point où en fait vous tirez que du courant et votre tension elle est quasi nulle. Toujours voilà, à garder en tête. Ensuite, ça c'est pour les TP, donc petit coucou à Tristan. Même en deuxième année, j'ai eu des gens pas réussi à ça. C'est important de prendre compte les émotions. En fait, il y a plutôt une norme de comment on doit brancher les trucs. Et en fonction de comment on branche les trucs, ben, ça fait boum ou pas. Ça, on vous l'explique pas en cours, et je trouve ça vraiment dommage. Donc, je vais essayer de tenter de le refaire le moins catastrophiquement possible du monde. Dans un système électrique, enfin dans vos maisons, en fait, vous avez tous deux fils. Un fil de terre et un fil de... non, plutôt trois fils. Un fil de terre, un fil de masse, de neutre, et un fil de live, donc d'alim, je sais plus le nom en français. De phase, merci. De phase. Et donc tous vos systèmes sont alimentés entre votre phase et votre neutre. Et un système à utiliser, mais pour éviter que les gens s'électrocutent, se tuent, ou que en cas de casse d'un système ça explose, on relie souvent tout ce qui est partie qu'on dénomme comme le moins à la Terre. Et c'est ça en fait le problème de nos alimentations, c'est que tout est relié à un même point en fait. Donc quand vous voulez cascader deux trucs qui sont reliés au même point, en fait vous faites juste des courts-circuits. C'est ce qu'on appelle les tensions flottantes et fixes. Donc là on sera sur tension fixe, tout le monde est fixé au même potentiel Terre. Maintenant en cours, vous allez travailler avec des alimes de labo. Elles, faut savoir qu'elles sont vraiment flottantes. Quand vous dites une tension de 30 volts, là, comme affiché, c'est vraiment, il y a 30 volts entre le plus et le moins. Et quelle que soit la tension, le moins est vraiment flottant si théoriquement vous le regardez par rapport à la Terre, il pourrait être à n'importe quelle valeur. Il pourrait être à 200 volts comme il pourrait être à 10 volts. Ce qui fait que, et vous voyez qu'il y a un bitonoïde ground au centre pour justement revenir brancher si jamais vous voulez le recentrer à la Terre. Ce qui fait que le channel 1 et le channel 2 étant découplés, vous pouvez les mettre en série. Vous pouvez les mettre alors en parallèle, ça oui, théoriquement plus ou moins, ça dépend comment est fait la
et pas toi. Mais fais gaffe, voilà. C'est bien à savoir, c'est que tout est flottant, mais à un point où si jamais par exemple vous utilisez le channel 1 sur un circuit, vous avez besoin d'alimenter par exemple toute votre carte avec le channel 1 et que vous avez besoin d'alimenter juste de créer une tension avec le channel 2, sachez bien que voilà, en fonction de où vous vous placez, ça peut faire une tension différente que ce que vous attendez. Tout est flottant. Voilà, j'espère que c'était un minimum clair. Ensuite, ça c'est du rappel court, vous aurez très peu de signal bientôt, mais un signal, même toute tension, toujours un signal DC et un signal AC. Et donc, il faut autant réfléchir en AC que en fréquentiel des fois. On vous a appris par exemple les filtres, là c'est vraiment une réflexion en termes de fréquence. Et quand vous vous apprenez les transistors, là c'est vraiment du climatique. Gardez toujours à l'esprit qu'il y a toujours ces composantes, fréquentielles et tout, c'est la base de l'électronique. Et c'est vraiment deux façons d'appréhender l'électronique. Il faut avoir le contrôle des deux. Ensuite, alors petit truc un peu dur, là c'est les éléments distraits que vous utilisez, donc inductance par exemple. On vous a choisi une inductance, voilà, c'est un bout de fil enroulé sur lui-même, et ça marche comme ça. Faut savoir, et ça encore, vous l'apprenez pas par cœur, hein, mais faut savoir que c'est pas vrai. C'est jamais vrai. Vous avez de la résistivité du câble, et vous avez des phénomènes qui peuvent apparaître. Donc bon, revenons à la base déjà, une inductance, donc c'est du fil enroulé. Il est soit enroulé dans le vide, soit enroulé autour d'un métal, là, comme vous voyez là sur le truc noir, qui s'appelle une ferrite. La ferrite, en fait, elle va servir à augmenter l'inductance en changeant le milieu de propagation du champ B ou H, comme vous voulez, qui va se passer. Le problème, c'est que, vous le verrez encore une fois plus tard avec Monsieur Vinassa, votre élément magnétique, il est un peu ferreux, il y a un peu justement de magnétique dedans, ce qui fait qu'en fait, il va créer une sorte d'hystérésis entre votre champ B et votre champ H, parce qu'il va accumuler du champ B et recréer du champ H quand vous voulez pas. Et donc, ça peut créer plein de problèmes, dont un problème qui s'appelle la saturation. C'est le moment où, en fait, vous avez fait en sorte que votre système absorbe tout votre champ. Et ça peut faire apparaître des systèmes, des pics de courant, là, comme vous voyez sur ce graphique. Un pic de courant phénoménal qui peut les détruire. Donc, quand vous prenez, alors, c'est assez rare, c'est surtout pour les gens qui font de la licence, quand vous devez sélectionner l'inductance, on la sélectionne en courant qu'elle peut passer, et surtout, il faut regarder à fond la saturation. C'est le phénomène. Encore une fois, on vous en parlera si vous avez à le faire, là c'est juste pour savoir que ça existe. Et ça peut être catastrophique pour vos systèmes si jamais votre système passe en saturé. Ensuite, bon, des bases, encore une fois, l'électronique, c'est tant calculatoire que aussi avec les mains. Donc faut le sentir un peu comme ça. Une inductance, c'est une source de courant. Vu que elle va avoir tendance à vouloir conserver son courant le plus, le moins, comment dire, j'avais pas formé de phrase, mais elle va vouloir avoir un courant le plus continu possible. Ce qui fait qu'elle va réduire les pics de courant, par exemple, sur un. C'est comme ça, moi, j'avais au début en électronique, c'est vraiment, on m'a dit, une inductance, ça réduit les pics de courant. Après, voilà, la tension bande d'inductance est toujours zéro, est toujours nulle sur une tension continue. Enfin, c'est un truc périodique. Ça peut servir, ça sert beaucoup en puissance quand vous faites des bugs et des machins, équations mathématiques. Et ensuite, donc voilà, vous avez vu l'inductance, maintenant on voit le kappa. Donc le kappa a moins de choses à dire dessus en termes de danger, juste que à travers les temps, on a créé plein de technologies de kappa. Et on voit en bas à droite là, céramique, film et aluminium électrolytique, et il y en a encore d'autres. Faut juste savoir que chaque condensateur a une fonction. On n'a pas créé 18 familles de kappa parce qu'on avait envie de faire des boîtes rigolotes. Dans l'ensemble, chaque kappa a son utilité. Alors la plupart du temps, par exemple, on prend le tantal ou l'électrochimique. C'est souvent des trucs qui ont des grandes valeurs, parce que technologiquement, on peut faire des grandes valeurs avec, et elles vont permettre de filtrer du DC, donc du basse fréquence. Et c'est ce qu'on voit en fait sur la caractéristique ici.
Ah non, pas donc non, ici. Bon, revenons à mon truc. Il va pouvoir faire du DC. Maintenant, si vous voulez faire des fréquences plus hautes, il va falloir passer sur du céramique. Mais par exemple, en contrepartie, vous allez avoir des valeurs de kappa plus petites. Euh, c'est-à-dire que donc chaque kappa a son type de fréquence, sa fréquence, parce qu'en fait, il y a des éléments parasites qui arrivent, les ESR, donc inductance et résistance. Parce que, comme j'ai dit, chaque composant n'est pas exactement un composant parfait, mais il y a toujours des merdes un peu tout autour. Et fréquentiellement, ils vont pas tous répondre pareil. C'est pour ça que souvent, l'avantage, c'est que deux kappas en parallèle, ça s'additionne. Donc souvent, on va avoir tendance à mettre des kappas en parallèle de différents types. Donc souvent, par exemple, de l'électrochimique et du capacitor, enfin du céramique, je veux dire, font un très bon filtre pour des hautes fréquences. Parce qu'il y a à la fois du DC par l'électrolytique et du haute fréquence par le céramique. Ensuite, le même concept que l'inductance, le courant sur un signal périodique est nul et enfin, la moyenne du courant. Et un condensateur, c'est une source de tension. Ça réduit les pics de tension. Voilà. Souvenez-vous-en, des fois, si dans vos calculs c'est un peu la merde, vous foutez une source de tension à la place de votre pas et boum, d'un coup, votre filtre est plus simple. Juste en filtre, vous voyez dans le premier schéma, c'est souvent ce qu'on a en tête. Voilà, on a une charge, une source de tension et une charge. On alimente et pas bon, tout marche bien. Alors ça, c'est la tête. En vrai, il y a une résistance qui vient à la fois de l'alimentation, comme je l'ai dit plus tôt, et à la fois des fils en fait. Et une inductance surtout des fils. Alors je sais, j'ai plus les chiffres en tête. Si Tristan, tu les as encore. Mais combien un mètre de fil fait en inductance que Vinasser sort tout le temps. Mais donc voilà, ça peut poser problème en fait. Autant dans du DC ça posera pas de problème, mais si jamais vous faites du hachage, donc des créneaux quelque part, et ben là c'est fini. Un créneau, ce n'est pas du DC du tout, c'est de l'AC. Et ça peut aller très loin en fréquence. Donc c'est ce qu'on a envie de faire, c'est mettre un condensateur là. D'où l'utilité des multiples kappas en parallèle que je parlais. Ça va former un filtre au final. Enfin, c'est deux façons de le voir. Soit vous voyez ça comme un filtre qui va enlever toutes les hautes fréquences, soit vous voyez comme une source de tension. Et là, ici, Airload représente souvent une alimentation d'un système, genre l'alimentation d'un AOP par exemple. On doit filtrer son alimentation, parce que sinon on vient impacter sa sortie juste par l'alimentation. Un autre élément que j'aurais parlé aussi, tant qu'on y est, c'est les filtres. En prépa, on vous parle beaucoup de filtres. Alors là, vous avez un filtre RC basique, très simple à faire. Et quand vous le faites, vous êtes très content, vous avez bien ce qu'il faut. Et après, vous le mettez dans votre circuit, et là, d'un coup, rien ne marche. C'est bizarre. Il faut pas oublier, quand vous cascadez les trucs, si jamais... Enfin, l'électronique, c'est un peu savoir cascader plein de sous-éléments. Et quand on a un filtre, si vous mettez un truc derrière, il va impacter le truc d'avant. Donc, faites gaffe quand vous faites vos trucs, vos systèmes, à bien utiliser des systèmes de découplage de filtres ou des trucs comme ça. Mais souvenez-vous que ce qu'on vous apprend en prépa, c'est bien, dans la réalité, c'est plus dur de faire votre disquette. Alors maintenant, on va passer un peu au silicium, maintenant qu'on a fait un peu les passifs. Donc déjà, petit truc, ça va vous aider ça pour l'année prochaine, vous allez avoir un TP dessus, qui vont demander justement cette question. Les différents types de... donc bon, la première, on a vu avec Madame Malbert, la diode P1, je vais pas vous refaire un cours. Un champ électrique entre la partie P et la partie N, des trous, des circuits, des et une caractéristique assez facile à voir, comme dit notre cher ami de Val, ça c'est un peu une droite exponentielle. En fonction du système que vous utilisez, on peut le considérer vraiment 0 tout le temps et passant d'un coup. En vrai, il faut toujours se qu'il y ait une tension, voilà, 0,6 volts, et en fonction de la technologie, ça peut varier. Ensuite, la LED, pas grand chose de différent, même caractéristique, même principe, juste que, waouh, ça fait de la lumière. Et il faut savoir que l'éclairage de la LED,
dépend du courant qui la traverse, pas de la tension à cette borne. Et encore une fois, là, c'est vous verrez dans vos systèmes si vous avez fait un LED, hein, mais il faudra plus mettre de sources de courant que de sources de tension. Au final, je ferai pas, enfin, on pourrait faire un calcul de comment on fait pour dimensionner une LED et une résistance et tout ça. Faut voir en fait principalement avec la courbe. Quand vous avez à designer une LED, essayez d'aller récupérer une courbe de LED si vous avez la courbe IV. Ça sera toujours utile pour la dimensionner. Et enfin, les deux dernières qui sont les plus intéressantes. La diode Schottky. Donc pareil que la diode PN, même principe. Pour l'instant, on vous ment pas, ça marche toujours pareil. Juste que, alors, encore une fois, je ne peux pas faire le même Albert, hein, mais on enlève le type P pour mettre du métal à la place. Ça reste un système bizarre, mais dans l'idée, on va réduire le champ E enfin, il y aura quasiment pas de champ E en fait à la jonction entre les deux. Et ça va permettre en fait une commutation rapide. Parce que vous avez dû le voir à la fin de votre cours de Malbert, il y a un condensateur en fait qui est plus ou moins créé par le champ électrique dans une diode au centre à la jonction. Donc en mettant du métal et un silicium, en fait ce condensateur va être extrêmement faible. Et quand on va vouloir faire varier la tension, il va pas falloir décharger ce condensateur avant de pouvoir faire varier la tension. Ce qui va permettre de pouvoir commuter extrêmement vite. Donc c'est principalement une diode de gens qui font de la puissance. Elle a plein d'avantages. Par exemple, le plus gros avantage, c'est quand même la commutation et aussi une tension de borne. Alors, ça dépend de l'ordre et ça dépend du courant que vous faites passer. Mais souvent, on considère que si la diode PN a 0,6 volts, la diode Schottky a 0,4. Voilà. 0,2 volts de différence, c'est cool. Maintenant, un petit problème, c'est que toutes les diodes font passer du courant en inverse. Il y a toujours du courant qui part des électrons. À un moment, ils disent non, mais je vais pas faire comme les autres. Je pars dans l'autre sens. Quand ils maintiennent une tension aux bandes de la diode. Non, eux, ils partent dans l'autre sens. La diode PN est très très bien pour ça parce qu'il y en a quasiment pas. La diode Schottky elle est plus problématique puisqu'il y en a un peu plus. Il y a un ordre facteur 10, voire même 100 des fois, de courant. Ça représente des micro-ampères, mais quand même, c'est à garder. Et enfin, la dernière, très utilisée aussi en puissance, c'est la diode NR. Alors, le vous avez dû en prépa, mais système très simple. C'est une diode normale, encore une fois. Sauf que toutes les diodes, là, ont cette courbe là qui descend à gauche. Et la plupart du temps, personne n'en parle parce que si jamais tu mets cette diode dans cette partie-là, bah, à part faire de la fumée, tu vas pas faire grand-chose avec. La diode Zener, elle a été construite pour aller dans cette zone-là. Ça s'appelle la zone d'avalanche, si je me souviens bien. Je sais pas. Mais cette partie va permettre, en fait, vu que vous voyez, c'est à peu près aussi pentu que la pente à droite, là, c'est là. Ça va en fait permettre de, pour un courant donné, à peu près n'importe quel courant, si le courant est assez élevé, on va pouvoir obtenir une tension qui est à peu près fixe. L'avantage de l'à peu près fixe, comme ça, c'est que si vous avez des petits systèmes à faire et que vous avez besoin de une tension, paf, une diode Zener, un peu de courant qui passe dedans, et paf, c'est bon, vous avez une tension fixe. Alors souvent on la refiltre et on refout des trucs derrière, mais dans l'idée c'est très très utile encore une fois quand on fait de la puissance ou de la référence de tension. Il y a mieux, on verra, mais dans l'idée c'est comme ça que ça marche. Ensuite, bon, un petit cours de MOSFET, encore une fois, je vais pas aller sur les plates-bandes de Deval, hein, mais je vais aborder juste quelques trucs qui peu dit ou alors pas assez bien dit, je trouve. C'est, vous voyez souvent le transistor en petit signal, donc la source de courant en triangle là. Et on vous explique pas trop comment ça marche, enfin pourquoi. On vous dit juste voilà, on a fait des régressions linéaires, on a vu ça et on obtient ce type de truc. Je vous encourage, si jamais vous avez un peu la foi, à reprendre les équations là. Donc là vous avez ID, la première là qui représente la partie linéaire de la courbe là, et celle-là qui représente la partie saturée. Et ben en fait pour chaque équation, vous pouvez refaire les équations de Lagrange, machin, je sais plus comment il s'appelle, faire des dérivées continues. Et hop, vous allez tomber sur le schéma équivalent qu'on vous sort en cours.
et vous verrez qu'il y a plus de merde. Et là, par exemple, là, cette partie-là qu'on présente assez peu, là, le plus le 1 plus lambda VDS, ça, il apparaît pas. Enfin, si, il apparaît, c'est la résistance. Mais il y a des trucs comme ça qui sont assez passés vite en cours, je trouve, et des fois, on reste un peu trop petit signal et on oublie que c'est un transistor en global. On oublie le schéma entier. Enfin, il est là aussi, en fait, en grand signal oublié. Parce que des fois, vous passez par exemple de la zone saturée en zone linéaire, dans certains de vos projets, et vous direz, bah non, mais moi j'ai fait des calculs, ça marche ça. En fait, pas du tout, parce que vous sortez de la zone saturée, donc vous sortez des, des équations que vous utilisez. Un autre truc aussi, c'est qu'on monte beaucoup ID, enfin ID par VDS, mais en fait VGS, enfin ID par VGS, quand même assez peu utilisé. C'est vraiment celle-là qui définit le gain GM que vous voyez. Et c'est vraiment important aussi de comprendre comment il marche lui. Et surtout de voir en fait, en couplant les deux, où c'est qu'on place nos points et comment on va évoluer notre point. C'est super intéressant ça. Alors, je vais pas vous faire la démonstration maintenant. Encore une fois, si vous voulez la faire, je vous invite vraiment à la faire. Mais vous imaginez un système simple, hein, un système avec un transistor, une résistance au-dessus, et un signal qui arrive dedans, et vous dire, ok, mon circuit va passer par où si jamais je me place en ce point et que je fais varier, comment il va bouger? Est-ce qu'il va bouger comme ça? Est-ce qu'il va bouger tout droit? Est-ce qu'il va bouger dans l'autre sens? Voilà. C'est intéressant de voir comment ça marche, et le couple des deux. Il faut jamais garder que celle-là en tête, il faut toujours avoir les deux en tête. Ensuite, bah, je crois que j'ai fait le tour. Bon, je vais vous apprendre qu'il y a deux types de MOS, hein, NMOS et PMOS. Mais bah voilà, désolé, ma préparation est vraiment bien faite, hein. Ça se voit que j'ai bien travaillé. Mais voilà, ce que je disais sur le comment ça bouge, comment ça va évoluer. Et les équations toujours. Maintenant, faut dire à Victor, donc je vais attaquer les bipolaires pendant 1 heure et demie. Euh, donc les bipolaires, c'est les petits frères, mais qui étaient là avant, des boss. Vous les verrez jamais en cours parce que, je sais pas qui a décidé à l'UNICEF de pas faire de bipolaire. Mais c'est des trucs qui sont super intéressants. Parce que déjà, ça coûte rien du tout. Donc vous pouvez en cramer 14, on s'en foutra. Et surtout parce que ça peut être utilisé de plein de façons. Et ils sont en plus, des fois, un peu plus puissants que les MOS. Et plus pratiques à commander. Dans l'idée, alors, tout ce que je dis, bien entendu, vous le reverrez en cours. Hein. Mais que très vite, je pense. Donc on a une base qui est représentant enfin qui est l'équivalent de la grille, un collecteur qui est représentant du drain et un émetteur qui est représentant enfin qui est l'équivalent de la source. Et vous avez du courant qui entre la base, qui va aller vers l'émetteur, et on va avoir un courant proportionnel qui va passer par le collecteur et qui va aller jusqu'à l'émetteur. Il y a une loi qui, pas une loi. Quand vous prenez ces courbes, en fermant un peu les yeux et en penchant un peu la tête, on voit que ces droites, enfin ces courbes, elles sont bien droites là. Et on considère que pour chaque droite, en fait, on a un gain. Et un gain s'appelle le gain bêta. Donc, si vous mettez X courant par la base, vous allez avoir bêta fois plus de courant qui passe par le collecteur. C'est une des façons de le résoudre, si jamais vous voulez dimensionner quelque chose et faire une application. C'est une des façons de le faire. Il faut juste savoir que bêta en fonction de la température, du courant, de plein de trucs en fait. Donc c'est une grosse approximation. Hein. Vous voyez la courbe, elle est linéairement pas droite. Un autre savoir, c'est de dire que la tension entre B et E est égale à 0,6 volts. La tension d'une diode, au final, quand vous regardez entre B et E, et ici entre B et E, j'ai toujours 0,6 volts. Alors plus ou moins 0,6 volts, hein, j'ai toujours 0,6 volts. Il y a un bouquin que je parlerai à la fin, qui vous explique parfaitement comment faire tous les calculs, enfin en tout cas qui vous explique bien oui, tous les systèmes, pour n'importe quel système avec un bipolaire, une équation et c'est fini, on peut le torcher. Et c'est très pratique de savoir comment ça marche. C'est plus ou moins tout ce qu'il fallait savoir sur le bipolaire. Hein. C'est vraiment c'est un MOS mais moins bien. Enfin en tout cas plus accès courant, qui me pose problème, mais qui est plus facile à faire des calculs, on va dire. Ensuite, les autres éléments du système, hein, parce qu'on n'a pas fait que des MOS et des bipolaires.
Les IGBT, alors c'est encore une fois, c'est euh, on peut plus ou moins voir ça comme un MOS non plutôt un bipolaire qui a une grille de MOS. Je sais pas du tout comment c'est fait. Enfin, si j'ai déjà vu les schémas internes. Je sais pas pourquoi ils ont vraiment fait ça. Personne n'utilise vraiment à part en puissance quand on a besoin de faire de la grosse commutation. Vous l'utiliserez jamais. Voilà, c'est bien de savoir qu'il existe. Et à côté, un petit sympa. S'il avait été mieux développé, on aurait pu faire des trucs sympas avec, mais bon, malheureusement, la technologie a été plus ou moins abandonnée. C'est le JFET. Pourquoi rien n'utiliserait jamais. Hein. J'en ai vu une fois un qui traînait. Il a des propriétés cool. Il est plus ou moins résistif. Proche de son zéro, ce qui permet de faire des résistances variables. Je pense que c'est après le seul truc. Et c'est aussi musicalement, à ce qui paraît, il a des propriétés magiques. Et il peut redonner la chance au jeu, à ce qui paraît. Euh, Juste, je m'aperçois que j'ai oublié un petit élément sur la diapo d'avant. Et c'est pas ça. Euh, c'est de vous parler de les, les MOS. Souvent, on vous dit, faites attention à un MOS. On met le bulk à la source pour empêcher les effets de diode. Ce qui fait que pour vous, ça bloque le. Enfin, comment dire. On peut utiliser le VDS ne peut jamais être négatif. Parce que pour lui, sinon ça casserait tout, ça ferait passer du courant par des endroits qu'on veut pas, surtout par la diode de structure qui est en fait plus ou moins faux. On peut faire passer les MOS en négatif. Avec des grands pages, attention à la bande très très faible. Alors, une fois que gage juste, c'est pas si c'est bon, pilotage, vous viendrez me voir et je vous expliquerai. Mais dans l'ensemble, gardez en tête que VDS peut être négatif. Vous l'utiliserez jamais avec Delta, avec tous les analogiciens, mais sur de la commutation, ça peut marcher, ça peut être utile. Bon, évidemment, pour faire plaisir à Victor, j'ai quand même mis une lampe. Alors, ça marche, oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a plein de systèmes, il y a des bouquins qui lient tout ça. Allez le voir là pour savoir comment ça marche. Ça fait de la musique aussi très bien. Mais vous l'utiliserez jamais. Enfin, parce que vous n'êtes pas intéressé. Voilà, c'est les différents types. Maintenant, un autre élément, c'est vous allez le voir, alors, si vous êtes venu dans le local, il y a du bordel de partout. Et dans ce bordel, il y a souvent des composants. Et on sait jamais. Vous prenez un truc, vous voyez des numéros et des chiffres dessus, et vous comprenez pas pourquoi il est dans un type de boîtier, enfin dans cette boîte chelou, et pourquoi vous en prenez un autre, il a d'autres numéros et a une autre boîte. Faut savoir que deux transistors, deux puces silicium peuvent être mis dans la même boîte, enfin deux boîtes différentes. Et au final, c'est juste le fabricant qui va dire, ok, je veux ces propriétés en termes de thermique, en termes de CEM, en termes de si jamais c'est traversant ou monté en surface. Et donc, vous pouvez avoir un transistor et mis à la fois dans par exemple, un package TO220 et un package des deux packs. Sachez juste qu'il y en a plein. Là, je vous ai mis ceux que vous serez plus à même de rencontrer, je dirais. On utilise beaucoup le TO220, nous, et le TO92. Donc, faut juste savoir que, par exemple, vous en prenez un, quelqu'un qui serait débutant dirait, ah oui, quand il y a un jeu, ça c'est un transistor. On peut mettre n'importe quoi. Moi, je pourrais vous mettre un microprocesseur dans un T220. Alors, il n'y aura pas beaucoup d'entrées-sorties, mais théoriquement, c'est possible. Euh, Bien entendu, chaque datasheet, quand vous prenez les numéros qui sont écrits dessus, les datasheets, il n'y a pas vraiment un site, jamais trouvé un site qui était vraiment bon pour ça, à part datasheet.com. Et chaque fois, vous précise donc le package et tous les trucs dessus. Alors, les numéros dessus, petit aparté sur les numéros, souvent c'est en deux parties. Alors là, par exemple, si on prend le BC107, souvent ça c'est le numéro, et B114, ça c'est qu'ils ont marqué pour dire il est sorti en avril 83 et que il est dans le paquet, dans le lot numéro 126.
Alors, c'est un jeu de pistes, à savoir lequel des deux numéros taper pour trouver le datasheet. Vous pourrez, par exemple, plus ça. Plus de numéros, plus c'est quoi d'autre c'est la fonction package, vous allez avoir des propriétés thermiques différentes. Alors, pour vous allez faire des trucs assez simples, mais si jamais vous voulez monter sur des trucs un peu plus puissanceux, on va dire, vous allez avoir besoin d'éléments qui peuvent dissiper la chaleur. Et donc, en fonction du package, vous allez pouvoir avoir des résistances thermiques entre la puce de silicium et votre PCB ou alors avec l'air qui vont varier. Sachez que un autre truc à garder en tête, un transistor, vous pouvez rarement le cramer autrement qu'en le faisant brûler. Je pense que j'ai jamais eu un transistor autrement que si jamais il avait cramé. Vous n'allez pas faire passer un courant par un endroit et que le transistor va plus ou moins marcher, mais cet endroit va avoir des propriétés cheloues. C'est rarement le cas. C'est vraiment, vous faites monter à plus de 200 degrés et là c'est fini. Enfin, degrés en voilà, sur les packages. Comme j'ai dit au début, hein, là j'en donne plein d'informations. Si vous les notez, vous pourrez, mais c'est principalement des trucs à garder en tête. Et vous saurez maintenant, si vous prenez un package, voilà, il y a ça. Et un autre truc qu'il faut savoir là, c'est sur les AOP. En prépa, j'espère, parce que de pas parler, de pas l'oublier tous les gens qui étaient en unité. Mais en prépa, souvent on vous présente l'AOP et on vous dit ouais ça marche comme ça, c'est trop cool. On peut l'avoir en linéaire, on peut le faire saturer. Maintenant, on fait des équations et sans moi, tous les oscillateurs de Wien et machin. En fait, non. En fait, il y a les gens qui font les puces de silicium et ils se sont dit quand même à un moment, il faut arrêter de déconner. Il y a des fois où les gens veulent faire du saturé, donc vraiment atteindre les rails de tension, les rails d'alim. Et il y a des fois, les gens, ils veulent juste faire un amplificateur. Ce serait con d'avoir un truc qui fait tout, parce qu'il fera tout mal. Alors qu'on pourrait faire des trucs qui fait la moitié de tout, mais bien. C'est pour ça qu'on a créé en fait le comparateur. Si on dit utiliser un OP en comparateur, ben là, des fois, il y a carrément le composant qui est créé pour pour faire de la comparaison. Pour faire de l'hypothèse, pour faire des trucs comme ça. C'est des architectures différentes, pour autant, c'est le même symbole. Et donc, il faut juste bien prendre en compte quand vous faites vos applications. Est-ce que je veux faire de la commutation ou je veux faire du signal? Après, si vous êtes obligé de faire du signal avec de la saturation, ben, je peux vous empêcher de prendre un OP. Mais sachez-le, gardez en tête que des trucs existent. Alors, ça, c'est l'intérieur des systèmes. Gardez juste le son. Alors, quand vous allez devoir sélectionner un AOP, il y a beaucoup de caractéristiques. Je crois que je vais revenir plus tard, juste après. Voilà, on va revenir tout de suite. Par exemple, les caractéristiques les plus connues, c'est la différence de tension entre son plus d'alimentation et son moins là. Si jamais vous voulez faire par exemple les systèmes qui sont alimentés sous faible tension, ben faut regarder ça. Si jamais vous voulez faire tirer un peu de courant dessus, faut regarder dans la datasheet qu'il puisse tirer. Et puis surtout, un autre truc, c'est faut regarder sa réponse fréquentielle. Alors je rappelle ici la formule d'un AOP. C'est donc mu1 avec mu1 qui est complexe, hein. V plus moins V moins, ça c'est ce qu'on vous apprend en prépa. Et il y a cette partie pour l'instant, on va laisser un peu de côté. Donc mu1, comme j'ai dit, c'était une partie complexe, c'est un mu0 sur 1 plus JF sur 0. Alors ça c'est une modélisation, hein, c'est pas la vraie réalité, mais c'est plus ou moins pour dire que ce qui est à l'intérieur d'un AOP, ça fait, il y a toujours un passe-bas qui traîne quelque part. On a les ordres de grandeur, un mu0 c'est 10 puissance 5, donc un gain énorme au final, et F0 c'est 10 Hz. Et on doit juste se souvenir que l'AOP, en fait, on va toujours l'utiliser sur cette plage de fréquence là où là on a un bon trait tout droit là, jusqu'au moins 3 dB bien entendu. Là on considère en fait qu'on a la bande passante. Et au final, des fois vous prenez un AOP, vous le placez dans votre truc, et en fait vous vous trouvez là, dans cette zone de merde. Et en fait vous comprenez pas pourquoi votre système marche pas, parce qu'en fait vous allez trop loin.
Alors ça, encore une fois, c'est de la prépa, vous verrez encore une fois à la fin de l'année où vous ferez un TP dessus. Il y a un truc qui s'appelle le gain band, produit gain band, qui est mu0 fois f0, qui en fait représente représente votre bande passante, plus ou moins, parce que si jamais vous montez le gain, vous perdrez en bande passante, et si vous le baissez, vous gagnerez. Bon, voilà, juste à garder en tête qu'un AP, c'est pas simplement si vous mettez un système d'amplification, là, il amplifiera sur toutes les fréquences. Et avant, vous arriverez à le tuer fréquentiellement. C'est petite autre aparté sur un truc que j'avais abordé en début, là, les gens un peu débiles qui tirent des courants sur les ponts de tension. Si jamais j'en vois un qui fait gare à ses mains, mais souvent un système pour justement tirer, vous voulez placer un seuil de tension et vous voulez tirer du courant dessus, mettez un cascade en suiveur. C'est un petit truc comme ça à revenir. Et maintenant, par contre, je vais revenir sur la deuxième partie de l'équation là. Le mu2 plus V, le mu2 fois V plus V moins. Vous voyez bien qu'ici, il y a un plus. C'est-à-dire que de base, un AOP, si jamais il fonctionne dans le mode linéaire et qu'il fonctionne comme vous voulez, vous allez avoir une différence de potentiel entre le V plus et le V moins qui va être nul. Or, c'est jamais vraiment trop le cas, et vous avez un terme qui apparaît. Sauf que plus la différence est élevée, et plus ce truc il va augmenter. C'est ce qu'on appelle en fait le mode commun. Vous allez avoir des, ben, des tensions qui sont de base placées sur des tensions DC sur vos signaux AC. Et si jamais l'AOP n'arrive pas à égaliser les deux, et là vous allez créer en fait un bruit, un offset. Et ça peut être très problématique. Et c'est un autre élément qui permet de discriminer les AOP entre eux. Il y a tout un truc qui s'appelle la réjection du mode commun. C'est en fait la valeur de ce facteur U2, mu2, qui va être, alors par les fabricants, il va être tenté d'être baissé. Malheureusement, on peut pas l'annuler parce que quand on crée une paire différentielle, on peut pas faire autrement. Voilà, sur les AOP. Le comparateur, en général, j'ai pas grand chose à dire d'autre que laisser un comparateur. Alors, quand vous prenez un comparateur, si vous mettez, vous avez la bonne vieille équation. Si V plus supérieur à V moins, alors on est à VCC. Si V plus inférieur à V moins, vous avez moins VCC. Dans des systèmes, ça marche bien, mais faites gaffe à ça. Des fois, vous allez avoir un peu de bruit qui est passé sur votre mesure. Et si jamais le bruit il arrive pile au moment de la commutation, bah, vous allez avoir en fait du bruit en sortie. Sauf que votre bruit, là où il était en entrée à quelques millivolts et même quelques milliwatts, au final de puissance, il va sortir avec beaucoup plus à la sortie, parce qu'il y aura le gain. Donc n'hésitez pas à prendre des comparateurs et à les passer en mode hystérésis, même si c'est pour faire de la commutation très faible, enfin je veux dire c'est pour faire la commutation sur un point, mettez un petit hystérésis, c'est un peu compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais ça vous demande de faire plus de calculs, certes, mais au moins c'est cool, vous allez avoir moins de à la sortie. Et sachez que les comparateurs, il en existe, qui sont ce qu'on appelle un collecteur ouvert, c'est-à-dire que on vous donne en fait une des pattes du transistor ici, et ça vous de la passer, et mettre un CLR. Ce qui fait que c'est déjà arrivé, c'est un élève qui prend son comparateur, qui tente de mettre et qui me dit oui ben en sortie j'ai rien du tout. Bah, c'est normal qu'il a rien du tout parce qu'en fait ben, ça c'est flottant, enfin c'est en l'air. Donc souvenez-vous que quand vous prenez un comparateur, des fois il faut juste mettre une résistance entre V+ et l'output, et là vous aurez enfin la sortie parce que vous créerez en fait un système d'amplification alors émetteur commun, ça vous dirait encore, mais voilà, c'était juste là vous créez un système d'amplificateur de classe A. Ça c'est bon. Attendez, je vois un peu d'eau. Voilà. Maintenant on va passer sur ma partie favorite, c'est-à-dire la conversion de puissance. Donc cours que vous allez avoir avec Monsieur Vinassa, si vous l'avez pas encore eu. Je sais plus dans quelle partie de l'année vous l'avez. Euh, c'est important pour surtout pour les robots.
mais au final, en général, il faut quand même avoir une connaissance un peu dessus. Donc, bon, l'historique, avant, il y avait une grande bataille entre deux messieurs, un con et un génie, sur qu'est-ce qui devrait être mis dans les maisons. Est-ce que c'est de l'acier, est-ce que c'est du décès? Alors, bon, je peux vous dire qui est le génie et pas qui est le con. Mais quand même, Edison n'avait pas non plus totalement tort, hein. Le décès, c'est quand même pas si mal, et si jamais il y en avait dans les maisons, ça permettrait d'avoir moins de pertes, hein, des fois. Et l'acier, en fait, a juste dominé l'histoire par la simplicité par laquelle on peut convertir à différentes tensions et à différentes puissances. Mais au final, le décès, c'est pas si mal. Alors voilà, pourquoi c'est pas si mal le décès? Voilà, si vous avez une AC et de la ligne, enfin une ligne de transmission, vous allez avoir des inductances parasites, des kappa parasites, des résistances parasites. Ce qui fait que vous allez avoir de la puissance qui n'est pas exactement une puissance en fait qui est réelle. Donc la P égale UI fois classe phi. Vous verrez ça encore une fois en cours, hein, plus tard. Mais vous allez avoir aussi les inductances qui vont stocker de l'énergie, les kappas qui vont stocker de l'énergie et qui vont les redistribuer mais pas au bon moment. Et en fait, vous allez avoir de l'énergie qui va passer dans la ligne mais qui va jamais aller à votre charge en fait. Et ça, c'est problématique. Là où le DC, ben, en fait, les inductances en DC, c'est un fil, les kappas en DC, c'est un circuit ouvert, et paf, tout va à votre charge, et vous avez juste les pertes sur la ligne résistive. Voilà. Maintenant, on peut l'AC à gagner, c'est parce que quand on veut faire de la conversion AC à AC, donc les lignes électriques, par exemple, arrivent sur du 10 000 volts aux stations de conversion, on émet simplement un transformateur. Donc encore une fois, deux inductances bobinées autour d'un même flux, d'une même ferrite ou en tout cas d'un même matériau. Et, euh, et on va avoir un rapport de consommation simple. Qui on peut avoir du 230 volts qui arrive alors que l'origine du 10 volts. Alors, encore une fois, petit aparté, pourquoi on a une tension si élevée dans les avant antérieurement, enfin en avant de ces centrales de conversion? C'est parce que plus la tension est élevée, plus le courant est faible, si la puissance est égale. Donc, courant faible égale perte au niveau des résistances de fil plus faible. Et surtout, enfin, en tout cas, le fil qui peut être utilisé pour une même perte peut être plus petit. Donc, moins de cuivre, donc EDF, il est content parce qu'il utilise moins de cuivre. Euh, voilà, donc le transformateur, vous avez déjà dû le voir encore une fois en prépa, comment ça marche. Les wall lengths, c'est ça pour calculer. Faut juste savoir qu'un transformateur, c'est pas aussi simple que juste un truc qui fait une conversion US fois M égale UE. Enfin, un peu l'inverse. Mais il y a des résistances, des inductances partout et votre quotient M va varier en fait en fonction de ces paramètres. Ensuite, là, je vous ai fait imaginez, c'est donc l'électricité par de la centrale électrique. On fait tourner les générateurs à fond en faisant exploser des trucs. Ça va jusqu'au fil, ça va jusqu'aux grandes centrales là, de conversion avec des énormes transformateurs. Ça arrive chez vous et maintenant, vous avez du 230. Or, en fait, il s'avère que quasiment tout ce que vous avez chez vous, ben, il fonctionne en DC en fait. Je veux dire, comme j'ai dit, le DC c'est génial, mais le DC c'est dur à convertir. Et maintenant, donc, la question c'est comment on fait pour avoir du DC à partir de l'AC. Alors, on utilise un système qui s'appelle un pont de diode, qui va permettre de faire. On va en fait, grâce aux diodes qui sont bloquées ou passantes, on va diriger le courant pour que en fait il aille toujours là où on veut et former et avec un peu de filtrage, on forme en fait, oui, en fait là où on avait une sinusoïde qui passait, qui montait, puis qui descendait, là on va avoir une sinusoïde qui fait que des bosses parce qu'on va remonter le signal en haut. Alors encore une fois, taper pont de diode pour voir comment ça marche, il y a des animations sur internet. Et ensuite, avec un peu de filtrage, paf, on obtient un truc qui est plus ou moins DC. Et après, on mettra d'autres systèmes derrière pour avoir un truc encore plus lisse. Mais voilà, ça c'est vraiment la base de comment on fait de l'AC à du DC. Et, et qui permet d'avoir une tension à la sortie.
Encore une fois, jusque-là, les deux d'avant, vous en servirez jamais pour les robots. Parce que le jour où on branche les robots sur des prises murales, on est foutu. En fait, je pense qu'on se fait tuer. Donc, on a besoin de faire, vu qu'on est souvent sur batterie, on a besoin de faire des conversions. C'est le type que j'avais en début, pour les trucs généraux. Vous avez une tension qui n'est pas du tout celle que vous voulez. Avec une batterie, plus vous la déchargez, plus sa tension baisse. Et donc vous avez besoin d'avoir, vous, ce que vous voulez, c'est une tension bien régulée. Donc souvent pour la logique, vous voulez du 5 volts. Et pour les moteurs, théoriquement, on se branche directement sur la batterie, mais des fois, il y aurait peut-être envie d'avoir, je sais pas moi, un 12 volts bien propre. Alors on va quitter, donc pour les... il y a deux façons de réguler la tension DC. La première, c'est une régulation linéaire. On va prendre une tension d'entrée, et en fait, on n'a pas trouvé plus intelligent que dire je vais faire chuter ma tension à la tension que je veux. Je vais mettre une résistance là, ici c'est représenté par un alpha R, et je vais faire varier constamment ce alpha pour que quel que soit le courant qui soit tiré, je vais avoir, alors je mets des gros guillemets, vous ne voulez pas avec les mains, mais je mets des gros guillemets pour avoir un pont diviseur de tension entre alpha R et R load, qui fasse que ce point-là, il soit toujours à la tension que je veux. Le problème de ça, c'est qu'on a bien une chute de tension entre ce point-là et ce point-là, et on a du courant qui arrive, qui rentre et qui sort, il passe pas autre part. Et le problème, c'est que courant qui passe et tension et chute de tension, ça égale à des pertes en fait. Et donc en fait, c'est le problème de ce système, c'est qu'il est très perteux.